en Côte d'Ivoire. Monsieur Awa Domelo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes aussi. ancien vice-président exécutif du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, le PPACI, vice-président de l'Alliance internationale des BRICS. Monsieur, nous avons l'honneur de recevoir monsieur Awa Domelo sur ce plateau. Monsieur Awa Domelo qui était devant le conseil de discipline cette semaine, le conseil de discipline du PPACI. C'est une présence devant le conseil qui a suscité évidemment beaucoup de commentaires dans votre camp politique, notamment au PPACI. S'agit-il d'une sanction politique, d'un recadrage nécessaire ou un symptôme d'un malaise plus profond dans un contexte où l'opposition ivoirienne cherche encore ses repères? Cet épisode pose une question essentielle: comment concilier discipline interne et liberté d'expression politique au sein des partis, et surtout, que nous dit cette affaire de l'état réel des forces politiques d'opposition aujourd'hui? Vous répondrez à toutes ces questions après ce sujet de Salif Yalekwe et Pierre Dipomela. Awa Domelo et 14 de ses proches ont été entendus mercredi 8 avril 2026 par le Conseil de discipline du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, au siège du parti à Cocody-Rivière-Abonnement, dans le cadre d'une procédure engagée pour désobéissance aux décisions des instances dirigeantes. Présidé par son premier responsable, Etienne Amoakon, l'organe disciplinaire a procédé à ses auditions à la suite d'une plainte du président exécutif du parti, Sébastien Dano-Djedje. Celui-ci reproche aux mis en cause de s'être affranchi des résolutions du comité central et de la convention ayant désigné Laurent Gbagbo comme candidat officiel du parti à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Devant le conseil de discipline, Dr Awa Domelo et ses proches, interrogés séparément, ont indiqué que la position de participer à l'élection présidentielle 2025, prise en toute responsabilité et sans regret, après le rejet de la candidature du camarade Laurent Gbagbo, pour absence sur la liste électorale définitive, visait à préserver la présence du PPACI dans le jeu politique, à éviter une marginalisation et à prévenir des conséquences humaines dramatiques. Ils ont rappelé que le risque d'exécution du candidat Laurent Gbagbo étant perceptible dès la publication de la liste électorale provisoire, plusieurs militants, dont les camarades Dr Awa Domelo, Haïlé Fernand d'Ilé au Côte d'Ivoire et Kwaku Dapa Donatien, ont invité la direction du parti à ouvrir le débat sur la conduite à tenir. Mais celle-ci n'y a pas fait droit et a continué d'avancer tête baissée, arguant que malgré son absence sur la liste électorale, son éligibilité n'était pas touchée. Par ailleurs, ils ont soutenu que leur participation au scrutin ne saurait s'être assimilée à une quelconque reconnaissance d'un éventuel 4e mandat du président Alassane Ouattara. À l'issue des auditions, un mémo récapitulatif des observations des mis en cause a été transmis au Conseil de discipline, qui devra se prononcer ultérieurement. Docteur Awa Domelo, un conseil de discipline en général est réservé aux indisciplinés d'un parti politique. Est-ce que vous vous considérez comme un indiscipliné? Mais justement, c'est là toute la problématique. Est-ce que je suis un indiscipliné? Moi, je ne plaide pas coupable, parce que je n'ai violé aucune décision du parti. On estime que vous avez violé la rencontre qui avait identifié le président Laurent Gbagbo comme le candidat du parti. Vous avez décidé, vous, d'aller dans une candidature en solo. Vous dites bien candidat. La candidature est régie par une loi en Côte d'Ivoire qui est le code électoral. Dès lors que vous n'avez pas votre nom sur la liste électorale définitive qui a été affichée le 4 juin 2025, mon devoir en tant que vice-président du PPACI, qui va tout le temps devant les militants et qui me pose toujours la même question, mais qu'est-ce qu'on va faire avec l'absence du président sur la liste définitive? Je leur retournais toujours la question: qu'est-ce que vous souhaitez qu'on fasse? Il y avait eu plusieurs propositions. J'ai dit, bon, il y a un danger devant cette multitude de propositions. D'autres veulent qu'on boycotte, d'autres veulent qu'on choisisse un plan B, d'autres veulent qu'on soutienne un autre candidat en dehors du PPACI. Donc ce spectre de propositions-là, on devait retourner devant la Convention qui a pris la décision de présenter un candidat qui est fort clos, pour qu'on puisse avoir une attitude commune. Si on décidait tous d'un plan B, on s'alignait. Si on décidait tous de boycotter, on boycottait. Mais en l'absence de décision, il y a un vide. Et chacun y allait de son côté. Et pour moi, je ne me trouve pas du tout
dans une situation de coupable parce que nos textes, contrairement à d'autres partis politiques qui interdisent les candidatures indépendantes, nos textes n'interdisent pas les candidatures indépendantes. Et la constitution ivoirienne non plus. Alors que dans plusieurs pays, la constitution est claire. Hein, les candidatures indépendantes ne sont pas acceptées. Et donc, devant ce vide-là, eh bien, devant le fait que, en tant que citoyen, j'ai le droit d'user de mon droit d'être candidat indépendant, eh bien, j'ai utilisé ce mécanisme-là et j'ai refusé tout parrainage de tout parti politique parce que nos textes sont clairs. On ne peut pas être militant de deux partis. Voilà pourquoi je me suis présenté un candidat indépendant, parce que ce n'était pas interdit par les textes. Et pour moi, c'était une manière de déclencher un débat. Parce que en 2030, on peut se retrouver devant la même situation. Est-ce qu'on va geler encore toutes les compétences du parti pour dire, bon, on boycotte, de boycott en boycott, eh bien, on ira d'une manière irrésolue vers la disparition du PPACI. Est-ce à dire que vous considérez que ce conseil de discipline est injustifié ou excessif? Non, pour moi, le problème n'est pas disciplinaire, c'est un problème politique. Et un problème politique, ça se résout par le dialogue, la vérité et la réconciliation. Donc moi, c'est cette voie-là que j'emprunte pour que le dialogue ait lieu et qu'on puisse se dire les vérités, c'est-à-dire le manquement pendant cette période-là où on devait convoquer la convention du parti pour prendre une nouvelle décision consensuelle. Tous ces manquements-là doivent faire l'objet de débats pour qu'on aille vers un nouveau consensus vis-à-vis des échéances à venir. Docteur Banga? Non, vous avez dit, oui, la Constitution vous donne le droit d'être candidat, donc de façon indépendante, citoyen, oui, mais la question de la discipline dans un parti politique, elle se pose. Parce que si dans un parti politique, tout le monde se lève et chacun fait ce qu'il veut, on n'est plus un parti politique. L'instance qui désigne un candidat dans un parti politique, c'est la Convention. Et la Convention s'est réunie, même 2 fois sur le cas de Laurent Gbagbo, elle a réaffirmé que Laurent Gbagbo est le candidat du parti. Vous avez attendu peut-être, vous, la liste électorale, mais moi, depuis 2021, sur ce même plateau, je disais que Laurent Gbagbo ne serait pas candidat parce qu'il n'est pas sur la liste. Et à chaque fois, que ce soit institutionnellement ou hors institution, la réponse du PAC était claire. Laurent Gbagbo est notre candidat et notre mission, c'est d'en faire le candidat. Quand vous sortez de cela, je suis désolé de vous le dire, vous êtes dans un cas d'indiscipline parce que vous ne respectez pas les cadres qui ont été pris par le parti. Je suis d'accord avec vous, hein, que vous aurez pu solliciter, peut-être que vous avez sollicité le dialogue. Mais le refus de dialogue ou la décision de ne pas accéder à votre demande de dialogue, c'est une décision aussi d'un parti politique. Quelle est l'instance que vous avez saisie pour avoir un dialogue? Est-ce que vous avez dit que des militants vous ont parlé? Comment vous avez structuré? Voici, c'est votre capacité d'organiser justement, surtout en tant que vice-président, une tendance, un courant qui veut la participation à l'élection, mais de l'organiser au sein du parti. En aucun moment vous l'avez organisé. Vous êtes resté tout le temps bouche bée. Quand on disait partout Laurent Gbagbo sera candidat, vous savez pertinemment comme moi qu'il ne le serait pas. Je n'ai jamais vu Awa Dombelo organiser un meeting, organiser des militants, saisir le congrès, saisir la présidence. On n'a jamais vu tout ça et un matin vous dites que vous avez fait des débats. Donc comprenez que pour les militants lambda, qui n'est pas peut-être dans les arcanes politiques, vous êtes un indiscipliné. Réaction, docteur Awa Dombelo. Non, il faut comprendre une chose. Un indiscipliné, c'est celui qui ne respecte pas une décision. Mais il y a une décision. Docteur Manga, s'il vous plaît. La Convention a décidé d'une candidature. Mais dès lors qu'il n'y a plus de candidature, la décision de la Convention devient caduque. S'il vous plaît, laissez-le terminer. Non. C'est pour cela, en tant que vice-président, j'ai fait une note pour demander un débat interne. Et ce débat interne devait nous conduire à aller vers la Convention pour prendre une nouvelle décision qui allait harmoniser la position du parti. Et donc, en tant que militant, je ne pouvais pas mener ce débat sur la place publique. Ça ne peut être qu'un débat interne. Et donc, j'ai initié ce débat interne-là et j'ai pris la précaution de noter mes propres propositions dans une lettre, dans une note écrite, pour que le débat ait lieu sur cette base-là et qu'on puisse aller vers la Convention. Mais il n'a pas eu lieu? Donc, oui, mais à qui la faute? S'il vous plaît. Est-ce que devant un vide... Il n'y a pas de vide.
devant un vide. Il y a un vide. Il n'y a pas de candidat, justement. Dès lors que la notion de candidature est réglementée en Côte d'Ivoire, pour être candidat, il faut être sur la liste électorale. Dès lors que la liste électorale est affichée et elle est définitive et que son nom ne figure pas, il n'est plus candidat. Mais ce n'était pas nouveau, il n'était pas sur la liste électorale depuis la Convention. Non, mais dès lors qu'il avait été accepté qu'il soit président du parti, malgré la perte de ses droits civils et politiques, nous, notre espoir, c'était qu'on reconnaisse, puisqu'on l'a reconnu comme président du parti, c'était tout à fait normal qu'on puisse se battre et espérer que finalement ils allaient reconnaître ses droits civils et politiques. Dès lors que la liste électorale définitive est sortie, qu'il n'y avait pas ces droits, il est bien évident qu'un parti responsable convoque les instances pour dire est-ce qu'il faut un plan B, est-ce qu'il faut boycotter ou il faut soutenir notre candidat, c'est tout. Très bien. Docteur François Conan. Oui, Monsieur le ministre, les Ivoiriens pensent que l'indiscipline vous colle à la peau parce que en 1997, vous avez créé le FPI Renaissance. Ah, vous remontez bien loin. Oui. Et alors, donc, à chaque fois, vous contextez souvent les décisions de la direction. Qu'est-ce que vous répondez à ces Ivoiriens qui pensent que non, ce n'est pas un fait factuel, nouveau, et qu'il y a longtemps que vous êtes dans ce chemin-là? Non, heureusement que j'ai contesté. Parce qu'aujourd'hui, ce que j'avais proposé et qui avait été refusé, c'est ce qui constitue aujourd'hui le programme du PPACI. Et donc, heureusement, et que ce débat-là, il fallait le mener et il fallait maintenir une position simple et claire. Je suis contre le fait qu'il n'y ait pas de contre-pouvoir dans un parti politique, puisqu'on avait diminué les pouvoirs du comité de contrôle. Je suis contre le fait qu'un parti de gauche soutienne la privatisation des secteurs clés de l'économie. Je suis resté ferme sur ma position. Et j'avais même dit, si nous continuons dans ce sens, eh bien, ce sera la recolonisation de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, convenez avec moi que la Côte d'Ivoire économiquement, eh bien, appartient en grande majorité aux multinationales. Et donc, on a repris les idées que j'avais défendues en 1996 pour l'intégrer dans notre nouveau programme. Et nous avons bâti un programme de souveraineté qui s'appuie sur les propositions que j'avais faites et qui avaient été rejetées. Mais c'est là un parti politique. Un parti politique, il faut accepter la diversité. Il faut accepter les crises, parce que toute crise est le laboratoire d'une vie nouvelle, des idées nouvelles. Mais que les crises viennent toujours de vous, ça devient gênant, non? Eh bien oui, parce que le FPI est un front. Un front, ça veut dire qu'il y a une diversité d'opinions. Et à un moment donné, on trouve un consensus. Et à un moment donné, lorsque ce consensus-là est remis en cause, c'est normal que les différents courants s'expriment. Moi, je suis de gauche, je suis communiste. Je ne l'ai jamais caché. Et au front, il y a des sociodémocrates, il y a des communistes, il y a des socialistes, il y a même des gens de droite. Aujourd'hui, à l'intérieur du Koulibaly, par exemple. Voilà, donc il y a une diversité d'opinions qui exige que le débat doit se mener parce qu'il n'y a pas d'école de démocratie. C'est le débat démocratique qui constitue l'école de la démocratie, et pour les militants, et pour le peuple. Est-ce que vous estimez... Dès lors qu'on estime que débattre ou avoir une différence de point de vue, c'est être traître, ceci. Non, moi je ne suis pas dans une église. Hein. Moi je suis dans un parti politique, il n'y a que des militants. Est-ce que vous estimez justement que les partis politiques ivoiriens ne sont pas suffisamment démocratiques en interne? Ben c'est une évidence. C'est une évidence dans la mesure où la Côte d'Ivoire a eu le multipartisme. Mais le multipartisme, c'est le logiciel du parti unique implanté dans tous les partis politiques, puisque la culture n'évolue pas spontanément. Et donc, il y a une période où on doit aller à l'école de la démocratie. Et c'est le débat interne et le débat national qui crée les conditions culturelles et idéologiques de la naissance d'une société démocratique. Mais en l'absence de débat où la judiciarisation du droit à la différence conduit au monolithisme, à la pensée unique. Augustin Couillon. Alors, docteur, monsieur le ministre, vous êtes sur ce plateau aujourd'hui encore. Alors que, quand vous avez publié
la dernière fois, un compte rendu fait par vous ou vos proches de ce qui s'était passé au conseil de discipline, vous avez été pris à partie sur les réseaux sociaux, vous avez publié, on vous a traité, on a ressorti encore cette étiquette d'indiscipliné. Vous plaidez non coupable, mais pour certains, c'est la preuve. Et encore, cette présence sur le plateau va être encore davantage considérée comme la preuve que vous êtes un indiscipliné. Augustin Couillot, êtes-vous en train de suggérer que notre invité ne réponde pas à notre invitation? Non, je ne le suggère pas, mais comme il est là. Oui, d'accord. Comme il est là. Il est là pour participer justement, au débat. Est-ce que, là, la question que je voudrais poser, c'est est-ce que. Qu'est-ce qu'il penserait de ne pas publier de compte rendu personnel ou collectif d'une réunion du conseil de discipline, d'attendre seulement d'être entendu et puis d'attendre qu'un jour qui va venir le conseil de discipline va rendre son verdict ou par exemple de ne pas venir par exemple sur un plateau pour continuer. Est-ce que cette posture que vous adoptez ne vous enfonce pas davantage face à tous ceux qui vous agressent sur les réseaux sociaux? Dans le même sens, pour évacuer rapidement. Oui, bien sûr, allez-y. On était au conseil de discipline lorsque le PPACI a publié que Domelo est devant le conseil de discipline. Quelle est la stratégie de communication qu'il y a derrière? Pourquoi cette publication? Ça n'a pas lieu d'être. Et donc, je vais dire que si vous rendez public quelque chose qui doit être privé, moi, je réponds publiquement. C'est aussi simple que ça. Et donc, il faut éviter justement de rendre public un processus du conseil de discipline. Dès lors que vous le rendez public, vous donnez l'autorisation de répondre. Parce que si vous ne voulez pas que ça soit public, eh bien, vous n'annoncez pas une telle procédure. C'est une procédure interne. Et donc, ça devait rester interne. Voilà ce que j'ai à dire. Donc, évitons, et je crois que le plus important ici, c'est de comprendre qu'il y a eu crise politique et que la démarche que moi je propose, c'est qu'on aille vers le dialogue, la vérité et la réconciliation. Parce que dans tous les cas, comme au niveau national, et il faut bien le situer au niveau national. Au niveau national, quand il y a eu la crise de 2011, il y a eu le CDVR qui avait été mis en place. Mais en lieu et place de ça, on a ouvert une voie judiciaire qui conduit à la crise que nous connaissons. Ce n'est pas la bonne voie. Au problème politique, il faut donner des réponses politiques. Ça a été exactement la même chose qu'en 2000, lorsque la question d'Alassane Ouattara s'est posée, on a utilisé la justice contre lui. On l'a exclu. Il y a eu les conséquences que nous connaissons. Donc, je veux dire que moi, la leçon que je tire de tout ça là, c'est que les problèmes politiques doivent se régler par le dialogue et par la réconciliation. Parce que dans tous les cas, on est obligé de vivre ensemble. Donc, si la réponse de chaque crise, c'est la judiciarisation et l'exclusion, eh bien, vous aggravez les problèmes. Ça, c'est les leçons de l'histoire. C'est pour ça que j'estime que la crise au sein du PPACI aujourd'hui doit relever des dialogues politiques, de se dire les vérités et de se réconcilier pour qu'on soit encore plus fort et donner l'exemple à toute la Côte d'Ivoire, l'exemple à tous les partis politiques. Parce que la crise, elle n'est pas uniquement qu'au PPACI. Hein. Vous voyez un peu, dans tous les partis politiques, c'est la même chose. Mais si on établit des règles qui nous permettent de prendre en compte ces crises et de les réglementer au mieux, si on ne veut pas des candidatures indépendantes, on interdit tout simplement, c'est tout. C'est la classe politique. Hein. La classe politique peut décider de modifier la Constitution et de l'interdire. Et ça permet, je vais dire, de régler le problème. Mais ce qui n'est pas interdit est autorisé. Je suis désolé. Et donc, il faut qu'on tire les leçons pour la Côte d'Ivoire. Parce que le plus important, ce n'est pas nous, nos propres personnes. Moi, je peux être sanctionné. Il n'y a aucun problème. Mais est-ce que cela règle le problème de 2030 pour le PPACI? Est-ce qu'on ne va pas dans la même logique?
Voilà le problème de fond qui est posé. Donc, lorsqu'il y a une crise, il faut dialoguer. Et il faut se réconcilier autour d'un nouveau consensus. Soit on modifie les textes, on modifie notre vision, on modifie notre stratégie et on s'accorde sur une stratégie commune. Mais en l'absence de dialogue, comment est-ce qu'on va faire évoluer la démocratie interne? En l'absence de dialogue, comment on peut faire évoluer la démocratie nationale? En l'absence de dialogue, comment on peut faire évoluer les valeurs démocratiques au lieu qu'on se comporte de telle sorte que la démocratie soit discréditée par les acteurs politiques eux-mêmes? C'est pour ça que je dis non à la judiciarisation des problèmes politiques, oui au dialogue et à la réconciliation. Très bien. Docteur Xavier Nguessan, Xavier Kouadio, pardon. Quand j'écoute Monsieur le ministre, il y a le titre d'un livre qui me vient à l'esprit, Le savant et le politique. Et j'ai le sentiment qu'il y a le savant qui transporte tout ce qui est théorie, tout ce qui est connaissance, tout ce qui est règle dans le champ politique. Et il me semble que c'est ce mélange de gens qui pose problème. À l'écouter, j'aimerais savoir s'il est prêt à accepter les décisions qui vont venir du parti, Monsieur le ministre. Les décisions qui vont venir du parti sont les décisions du parti. Moi, je suis un démocrate, j'apprécierais, parce que le droit à la démocratie, il faut dire, on s'est battu pour le multipartisme, et moi en premier, puisque je suis, depuis le parti unique, militant d'un parti politique, eh bien, le droit à la démocratie, le droit à la liberté d'expression m'oblige à accepter une décision qui est majoritaire, ou, comme on le dit, soit je me soumets, soit je me démets. J'ai deux cas qui s'offrent à moi. Et donc, je peux me soumettre si j'estime que la décision est juste. Je peux me démettre si j'estime que la décision n'est pas juste. C'est tout. Et donc, pour moi... Est-ce qu'il y a une radiation? Mais la vie politique continue. Puisque dans tous les cas de figure, je suis un militant politique. Et il n'y a pas qu'un seul parti politique en Côte d'Ivoire, il y en a plusieurs. Et donc, la vie politique continue. Je veux dire, ça ne s'arrête pas aux portes d'un seul parti. Et bien, j'estime que la voie la plus juste pour le PPACI, c'est dialogue, vérité, réconciliation. Très bien. C'est ce que j'estime juste, parce que ça serait un exemple pour toute la Côte d'Ivoire. Parce que le problème que la Côte d'Ivoire vit, c'est un problème d'exclusion. On a exclu des candidats comme Gbagbo Laurent, comme Thiam, mais c'était des problèmes politiques qui pouvaient se régler politiquement. Il suffisait tout simplement que les acteurs s'asseyent pour dire, bon, quel consensus on peut trouver autour de ces problèmes-là. Mais on a préféré judiciariser. Mais c'est là l'erreur. C'est comme en 2000. On a judiciarisé un problème d'identité et de participation aux élections. On a exclu un candidat de poids qui avait un poids politique. Les conséquences, on les connaît. Donc, évitons d'utiliser la justice comme un moyen d'exclusion. Mais c'est propre aux partis-États. C'est-à-dire tous les partis-États qui ont le monopole des institutions de la République utilisent, et c'est tout à fait compréhensible, utilisent le pouvoir d'État contre leur opposition. Maintenant, il faut qu'on fasse évoluer cet état d'esprit-là pour passer du parti-État à un État démocratique. Mais ça, c'est aussi bien vrai au niveau national qu'au niveau interne aux partis politiques. Regardez un peu en Afrique, que ce soit dans tous les pays africains, c'est la même logique. L'utilisation de la justice contre les opposants. Ben, il n'y a que au Sénégal où il y a eu une bonne réponse qui a permis d'éviter le piège. Et donc, il y a de bons exemples, mais il y a aussi des exemples qui ont conduit à la catastrophe. Donc, évitons d'utiliser les mauvais exemples et utilisons les bons exemples qui puissent permettre de faire avancer la démocratie. Parce que l'objectif, c'est la démocratie. Aujourd'hui, la moitié de la population, depuis 15 ans, manque d'emploi, chômage, etc. Tout simplement parce qu'on a un parti-État qui, si vous n'êtes pas du parti au pouvoir, vous n'avez pratiquement pas de droit au travail. Même si vous avez des factures à être payées, on vous oblige à être militant du parti avant qu'on ne paye votre facture. Donc c'est ça la nature profonde du parti-État. Le parti-État est exclusionniste. Et aujourd'hui, le problème de fond de la Côte d'Ivoire, c'est comment démocratiser la Côte d'Ivoire
Mais cela passe par la démocratisation des partis politiques. Parce qu'un parti non démocratique ne peut conduire son peuple vers la démocratie. Allez, s'il te plaît. Très bien. Non, bien sûr, je reviendrai à vous. Éric Bayala n'a pas encore réagi. Allez-y, Éric. Docteur, en tout cas, moi, je voudrais vous inviter ensemble à faire une rétrospection sur le début de cette histoire. Quand il s'est agi pour vous de proposer une candidature de précaution, vous avez écrit au président Laurent Gbagbo pour qu'on puisse créer les conditions de débat en interne. Quand on a posé la question au président du parti, sur le président exécutif du parti, vous vous souvenez qu'il vous a été répondu que le parti n'a pas été saisi officiellement par un courrier venant de vous et que c'est pour cela qu'ils n'ont pas apporté de réponse. Et puis aujourd'hui, un cadre de votre rang se retrouve devant le conseil de discipline. Avant même qu'on puisse vous entendre, le PPACI fait un communiqué pour dire que M. Awa Dombelo est en ce moment même devant le conseil de discipline. Dites-moi, est-ce que, selon vous, le président Laurent Gbagbo a encore tous les leviers pour la gouvernance du PPACI? Bien, Laurent Gbagbo est le président du PPACI et il a tous les leviers, je vais dire. Mais moi, mon souhait, c'est que ces leviers-là soient utilisés pour promouvoir le dialogue, la démocratie et la réconciliation à l'intérieur du parti. Est-ce qu'avec du recul, vous ne vous dites pas une crise que... politique Alors, je vous laisse terminer déjà, allez-y. normal dans une famille, dans un parti politique, dans un pays. C'est la manière de résoudre la crise qui fait la différence entre les différentes crises. Quand on la résout par un consensus, eh bien, le problème, il est réglé. Mais quand on résout une crise politique par une opération judiciaire, il y a problème. Et la Côte d'Ivoire, l'histoire de la Côte d'Ivoire le démontre. Et l'histoire de l'Afrique le démontre. Hein. Ce n'est pas uniquement un problème ivoirien. J'aborde le second volet de ma question. Le second volet de ma question, vous parlez de judiciarisation des conflits aussi bien au niveau national qu'au sein des partis. Le conseil de discipline, c'est le tribunal du parti au sein des différents partis, me semble-t-il. Donc pour vous, vous vous insurgez contre le fait qu'on vous convoque devant le conseil de discipline du PCI. La preuve, c'est que je me suis présenté. C'est parce que je suis respectueux des textes du parti que je me suis présenté. Et j'estime que le pouvoir à l'intérieur du parti a le droit d'utiliser tous les leviers internes pour permettre aux uns aux autres de s'exprimer. Et voilà pourquoi je me suis présenté. Même sans convocation formelle, hein, je me suis présenté parce que les 14 autres ont été convoqués. Et donc, pour moi, j'estime que c'est normal. Mais mon souhait, c'est qu'on aille vers la vérité et qu'on aille vers la réconciliation. C'est ça mon souhait. Maintenant, si à l'issue de ça, d'autres décisions sont prises, on appréciera. Mais je vais dire que la crise est inhérente à une vie politique. La crise est inhérente dans un foyer, même familial. La crise est inhérente à un pays. Et la crise même est inhérente à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, on voit bien qu'au niveau de l'ONU, l'institution est en crise. Ça ne peut régler aucun conflit. Alors que ça a été créé pour la paix et pour régler le conflit. Mais pourquoi? Parce que c'est la loi du plus fort. C'est les conséquences de la Seconde Guerre mondiale qui a fait que les plus forts se sont organisés. Et puis, bon, ben, ces plus forts-là, c'est eux qui font la loi au niveau mondial. Alors qu'il y a de nouvelles forces qui montent, qui n'ont pas leur place. Il y a des faibles qui sont là, dont les droits sont brimés. Eh bien, on constate que ces institutions-là, eh bien, sont en crise. Mais quand il y a une telle crise, mais il faut convoquer un nouveau Yalta. Il faut convoquer un nouveau consensus et revoir la charte de l'ONU et voir les mécanismes nouveaux qu'on peut trouver pour réguler la vie politique au niveau international. Et donc cette logique du plus fort, c'est ce qui se perpétue malheureusement. Eh bien, nous constatons qu'aujourd'hui, à travers le monde, les plus faibles eh bien, subissent la loi des plus forts. Est-ce qu'il faut continuer dans cette logique sans respecter la souveraineté des États, même faibles? Voilà le problème qui est posé au niveau mondial, qui se pose au niveau africain, mais qui se pose aussi à l'intérieur des partis politiques. Ali. Docteur Banga. Oui, déjà, une première chose rapidement sur laquelle je vais réagir. J'ai entendu le ministre dire qu'on est un parti-État, il faut être militant pour travailler. Non, c'est faux, on n'est pas dans un parti-État. Là, j'ai deux collègues à les entendre
Ils ne sont pas RHDP, pourtant ils travaillent à la fonction publique. Donc, il va s'ouvrir à ces petits venins qui justement divisent les Ivoiriens. Non, on n'a pas besoin d'une carte de militant pour travailler en Côte d'Ivoire, heureusement, et même depuis le temps du PDCRDA. J'adore l'idéologie et je suis bien d'accord avec vous sur le truc idéologique, mais je reviens à deux choses. Je suis désolé, il faut qu'on accepte définitivement que la théorie des tabourets, c'est pas moi qui l'ai élaborée. Ah non, le tabouret c'est différent. Si vous avez la théorie des tabourets, c'est pas moi qui l'ai élaborée. Et je suis désolé, je suis un Ivoirien, je suis conscient. On m'a interdit d'aller à l'INPHB, là où j'ai été enseignant. Je voulais tout simplement reprendre la craie. On m'a même interdit de rentrer. Parce que, bon, ma foi... Bon, il y a un de vos collègues qui a été ministre de la Défense, qui s'appelle Kadi Bertin, qui après s'est arrêté à travers l'INS. Non, je vais dire... On laisse répondre et puis on réagit. Il y a plusieurs cas... Il essaie de répondre à votre question et puis vous réagirez. Il y a plusieurs cas de personnes qui sont aujourd'hui exclues, aussi bien sur le terrain administratif, sur le terrain économique. J'ai même des cas, je n'ai même pas besoin de les citer. Mais on les oblige à rentrer au RHDP avant qu'on ne paye leurs factures. Mais ces cas-là existent. Moi, je les vis au quotidien. On peut en avoir. Mais je n'ai pas envie de les citer ici. Mais je vais dire que c'est la nature du régime actuel. Non, je suis pas... Et il faut qu'on comprenne que le fait que nous sommes dans une... Et ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire, hein, c'est la nature des partis-États. D'accord. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive... Excusez-moi. Lorsqu'on arrive au multipartisme, on se bat et pour la démocratie et pour l'alternance. Mais souvent, l'alternance, c'est le pouvoir d'un parti, par un parti et pour un parti. Et ça, ce n'est pas uniquement propre à la Côte d'Ivoire, hein, c'est le développement normal du processus démocratique. Et tant qu'on n'a pas développé, mis en place tous les mécanismes, prenons le cas des institutions électorales. C'est des institutions qui doivent être mises en place de manière consensuelle après un dialogue en respectant le droit des minorités. Parce qu'il ne peut pas avoir de démocratie sans majorité et sans minorité. Si on ne prend pas encore le point de vue de la minorité pour établir les règles communes, eh bien, il y a parti-État. D'accord. Voilà ce que je dis. Et donc, pour moi, il y a des décisions... S'il vous plaît, monsieur, laissez l'invité terminer. Il y a des décisions importantes, des problèmes importants dans un pays qui doivent prendre en compte et la vie de la minorité et la vie de la majorité pour aller vers un consensus. Le code électoral doit être consensuel, et le découpage électoral doit être consensuel, et le conseil, la commission électorale indépendante doit être véritablement consensuelle. Est-ce que si la CEI est consensuelle, est-ce qu'elle est indépendante? L'essentiel, c'est que les règles du jeu soient acceptées par tous les joueurs. Très bien. Les petits comme les grands. Et c'est comme ça qu'on bâtit une démocratie forte. Très bien. Mais dès lors que les règles ne sont pas consensuelles, eh bien, on laisse la porte ouverte. Je vais répondre à ces deux questions avant de poser mes questions. Premièrement, je répète, on n'est pas d'un parti État, on n'a pas besoin de carte pour travailler. Votre collègue, Kadi Bertin, qui était ministre de la Défense, enseigne aujourd'hui à l'INS. Il est revenu, il a pris son problème. Je parle de mes deux collègues, qui sont des collègues. Donc, vous allez à l'agence d'emploi jeune aujourd'hui, de n'importe quel budget, on vous reçoit. Donc, arrêtez de dire que dans un pays, on demande la carte de militant avant d'être... Le concept est tabouret. Il y a des postes politiques, vous le savez très bien. Si vous êtes ministre, parce que vous êtes membre du RHDP, et que vous sortez du RHDP, mais c'est ce poste-là, c'est un poste politique. Vous l'avez parce que vous êtes politique. Donc, à partir du moment où vous quittez le RHDP, vous quittez le poste politique. Mais prof, moi je suis prof. Si demain je suis RHDP, que je reçois du RHDP, je ne peux pas venir me chasser de l'université. Mais si j'ai une fonction politique, si demain on me nomme, je ne sais pas moi, moi j'étais conseiller technique, on me nomme conseiller technique parce que je suis politique. Le jour où je quitte la politique, je perds mon poste. Parce que c'est la politique qui me donne ce poste. Ça, le concept est tabouret. Mais venez dire qu'en Côte d'Ivoire, on te demande ta carte pour être France, c'est faux. La preuve, les deux là, ils sont dans qu'un parti, ils sont mais je peux vous avoir plein de preuves contraires. Je demande le nom d'une seule personne. Non, je ne veux pas. Non, je vous ai demandé le nom d'une seule personne. Je dis je suis là. Vous avez cité les deux qui sont là. Mais moi, mon cas est là. D'accord, très bien. Alors, on va... Non, j'ai pas... Je vais revenir sur ça. On va pas faire de fixation. C'est faux aussi quand vous parlez sur le code électoral. Je dis, est-ce que je ne mérite pas... Docteur Banga, c'est bon, vous la parole. Je vous la redonne à chaque fois qu'il le faut. Est-ce que je ne mérite pas? Mais des cas comme moi, docteur, ne me rendez pas la tâche difficile. 50% de la population. Non, ne vous inquiétez pas. Vous aurez votre temps. Je suis clair et net. Oui. Ce n'est pas un problème purement ivoirien. C'est un problème de l'opposition. Je dis,
c'est un problème... Kadé Bertin n'est pas de l'opposition. Non. Il ne travaille pas à l'INS. Donc arrêtez de dire des choses qui ne sont pas justes. Je m'enseigne. Vous vous arc-boutez sur des problèmes qui ne sont pas des problèmes qu'on doit régler. Mais c'est vous qui avez parlé de ça. J'ai dit, le processus démocratique actuellement, il faut l'admettre, c'est la loi de l'alternance. C'est-à-dire le gouvernement d'un parti, par un parti et pour un parti. Et ça, c'est vrai en Côte d'Ivoire, comme dans plusieurs pays africains. Je dis qu'aujourd'hui, le défi que nous avons à relever, c'est le passage du parti-État, parce qu'on est sorti du parti. Je vais y arriver. Oui, mais non, laissez-moi. Parce que vous avez toujours tendance à vouloir personnaliser les choses. Non, c'est la nature d'un pays qui n'a pas encore atteint. Ou bien vous voulez me dire que la Côte d'Ivoire a atteint la démocratie? Vous voulez me dire ça? Non, je vais vous répondre. Donc il faut accepter qu'il y ait un déficit démocratique. Et ce déficit-là, il ne peut se combler que par le passage du parti-État, et je le répète, le parti-État vers un État démocratique. Et le passage-là, ça passe nécessairement par un code électoral consensuel, un découpage électoral consensuel et une commission électorale indépendante. Et donc consensuelle. Voilà ma vision. Maintenant, vous pouvez être contre, ça c'est votre droit, mais ça c'est ma vision d'un processus inclusif. Parce que la démocratie est avant tout inclusive. Et elle enrichit le débat. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur, s'il vous plaît, oui, d'accord. Monsieur, docteur Banga a encore la parole. Alors, il faisait un développement dans lequel il y avait des questions. Voilà. Et donc, évidemment, notre invité s'est permis de répondre. Je viens. Il ne faut pas vous offusquer, docteur Banga. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire votre développement sans adresser de questions directes. Parce que quand vous adressez une question... Non, je vais pas adresser des questions. Non, si, tout à l'heure, il y avait subrepticement des questions. Faites votre développement. Quand vous finissez, ensuite, les autres pourront réagir. Tous les Ivoiriens qui veulent vérifier qu'on n'est pas d'un parti-État, si vous n'avez pas d'emploi, vous rendez des mal à l'agence emploi jeune, on ne vous demandera pas votre pièce de parti politique. J'ai donné des exemples d'hommes politiques qui sont revenus. Kadé Bertin, c'est un exemple. Et nous tous, on n'a pas de cadre politique, on travaille. Donc, venir dire qu'en Côte d'Ivoire, il faut cadre de militants, pour tout, c'est faux. Les Ivoiriens vous écoutent. Oui, ils sont là, c'est pour ça que je leur ai indiqué qu'on peut aller demain. On ne raconte pas les mêmes Ivoiriens. Le consensus n'est pas une obligation en démocratie, c'est faux. Dans aucun pays démocratique au monde, on est obligé d'avoir le consensus. Le consensus, c'est une ouverture. Si on est d'accord, ben, tant mieux. Si on n'est pas d'accord, on tranche. Et dans trancher, il faut préserver des choses communes à la démocratie, à tout le monde, c'est-à-dire les libertés, la protection des droits de l'homme, etc. Mais on tranche et c'est la majorité qui a tranché. Dans aucun pays au monde, vous allez avoir un code électoral consensuel. Il y a une loi. On va au code électoral, chacun pose ses idées, on débat. Si on a eu un consensus, tant mieux. Si on ne l'a pas, on tranche soit par le biais de l'Assemblée nationale, soit par le biais du peuple. C'est la même chose dans les partis politiques, c'est pour ça que vous vous trompez. Quand vous allez dans un parti politique, quelle que soit votre tendance, il y a plusieurs tendances. Quand toutes les tendances se réunissent, dans le cas du PPACI, c'était la convention, qu'elle prenne une décision, vous la respectez. Si vous ne la respectez pas, vous sortez du parti et vous allez avec vos idées. Et là, c'est là que je vais mettre à ma question. D'ailleurs, vous le savez très bien, vous êtes communiste. KPD, SPD, Marshall, Mitterrand, d'ailleurs, le Front populaire de Blum n'a duré que 2 ans. À gauche, il y a toujours ce problème. On le sent aujourd'hui même dans la gauche française, dans LFI et les autres. Il y a toujours ce problème. Vous allez faire semblant de pouvoir mettre à la place l'extrême gauche que vous représentez. Ça se voit avec vos discours anti-multinationales, vos discours extrémisme de souveraineté, qui ne sont rien de la souveraineté, qui sont de l'extrémisme de gauche, qu'on peut le voir dans plusieurs discours, et la réalité qui est une social-démocratie plus proche. Si vous voulez que votre idée, qui est rejetée par les autres, et d'ailleurs par votre candidature, vos idées prospèrent, pourquoi vous ne vous assumez pas? Ou bien c'est les 2% que vous avez eu qui ne vous donnent pas le courage d'assumer. Mais c'est ce que j'assume. Docteur Domelo, en ce moment, vous sortez, vous créez un parti politique d'extrême gauche, un parti politique souverainiste, et comme ça, tous ceux qui sont souverainistes comme vous, vous fondez dans la masse et finalement ne vous entend pas. Ça vous avoir des rébellions en 95, ça vous avoir des rébellions aujourd'hui. Assumez-vous, même avec 2%, pour assumer et convaincre les Ivoiriens. Docteur Banga, vous avez posé des questions. On va laisser l'invité réagir. Allez-y, docteur Domelo. J'assume parce que dans un parti politique, il doit y avoir une minorité et une majorité. Moi, j'assume ma minorité. Et j'assumerai toutes les conséquences qui s'en suivent. C'est à moi de tirer les conclusions. Mais ça fait partie de mes droits fondamentaux de militant d'un parti politique
où il y a plusieurs sensibilités. Et il faut admettre qu'il y ait des minorités qui s'expriment. Et il faut respecter, parce que le principe fondamental qui fait la différence entre une dictature et une démocratie, c'est le respect de la minorité. C'est le respect de la différence. C'est ça qui fonde la démocratie. Oui, bien sûr. Et donc, il est bien évident que moi, je suis pour le respect de la minorité. Et je suis pour que la minorité s'exprime. Et c'est pour cela que je me donne le droit d'exprimer mes positions à l'intérieur du parti quand j'estime que le consensus qu'on a établi est en danger. Je prends un exemple. On est ici, je ne sais pas moi. On est 7. On décide d'aller à Yamoussoukro. C'est une décision consensuelle. Hein? On décide de prendre votre voiture. C'est une décision consensuelle. Mais on tombe en panne. Et moi, ma voiture est à quelques mètres. J'ai dit, bon, je propose qu'on prenne ma voiture. Un autre propose, bon, écoutez, on ne voyage plus parce que y a une panne, on ne voyage plus. Voilà des propositions qui sont faites. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête le voyage ou bien on prend une voiture? En démocratie, on respecte le choix de la majorité. Oui, mais c'est là qu'il faut organiser, parce que quand la voiture est en panne, vous ne pouvez plus atteindre votre objectif. Or, notre objectif, par rapport à nos statuts, décidés par le Congrès, c'est la conquête du pouvoir par les urnes. Il n'y a pas d'autres règles. Or, le Congrès est le stade suprême de la chefferie, de la décision. Et donc, le Congrès a décidé qu'il y a une seule voie pour conquérir le pouvoir. C'est la voie des urnes. Et donc, une fois que le Congrès a décidé, notre objectif, c'est la conquête du pouvoir. Mais si le véhicule que nous avons est en panne, mais on prend un autre véhicule. Voilà ce que j'ai dit. J'ai dit, il faut qu'on prenne conscience que si on n'est pas dans une logique d'institutionnalisation du pouvoir à l'intérieur des partis politiques et à l'intérieur des pays, qu'on est dans la personnalisation du pouvoir, eh bien, on biaise le jeu démocratique. Pourquoi? Aujourd'hui, on s'est battu contre le 4e mandat. Mais est-ce qu'au sein du RHDP, je suis désolé de rentrer au sein du RHDP, est-ce qu'au sein du RHDP, on va me dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui soit présidentiable? Non. Et donc, si la Constitution, et c'est là le problème, lorsque je parle de parti-État, c'est tout ça là. Lorsque un parti a tous les leviers du pouvoir... Mais c'est le peuple qui l'a élu. Non, laisse-moi m'expliquer. Non, mais c'est pas juste le RHDP. Oui, mais il n'y a pas de problème, mais attendez votre tour, Le peuple a limité les mandats. Le peuple, à travers la Constitution, a limité les mandats. Et le consensus même qui avait été adopté à l'Inas Marcoussis et ensuite à Pretoria avait autorisé un seul mandat pour M. Ouattara. Et donc, voilà les conditions. Le peuple s'est prononcé en 2018. Non, laissez-moi parler. La Constitution est la loi suprême. Bien sûr. Eh bien, donc, lorsque la Constitution fixe à 2 mandats, je vais dire, le pouvoir d'un individu, c'est pour justement laisser le jeu démocratique aller vers l'alternance. Aussi bien interne qu'externe. Hein. Bien sûr. Parce que l'alternance est la seule façon pour que la dialectique entre la minorité et la majorité joue. Et donc, nous devons, nous, à notre niveau, tirer les leçons de la judiciarisation des problèmes politiques. Ce n'est pas une bonne réponse. Aussi bien au niveau national qu'au niveau international, il faut que les problèmes politiques aient des réponses politiques. D'accord, très bien. Et donc, moi, c'est ma vision. On peut ne pas être d'accord, hein, mais moi, c'est ma vision. Si on veut des partis forts et un État fort. Et c'est ça qui fait la beauté du débat. Parce qu'on n'est pas d'accord, évidemment, et la pluralité des idées renforce la qualité du débat. Eric Bayala, très rapidement. Oui, moi je voudrais... Vous avez 1 minute, hein, monsieur. Je voudrais ramener ma question en ce qui concerne le PPACI. Quand on regarde le PPACI dans son fonctionnement, beaucoup d'observateurs peinent à avoir une stratégie qui est proposée par le PPACI pour la conquête du pouvoir, à part les discours de dénonciation. Et jusqu'à présent, il n'y a pas encore de lisibilité en termes de propositions et de projets pour la conquête du pouvoir. Non, je suis désolé. Nous avons une idéologie qui est fondée sur 4 piliers. La conquête de la démocratie,
et c'est là tout de suite le débat qu'on a eu, comment passer du parti-État à un État démocratique, la conquête de la souveraineté, comment passer d'un État dominé à un État souverain, et puis la conquête du panafricanisme, mais par la voie du socialisme, c'est-à-dire la réintroduction de l'État dans le développement du pays. Vous savez, de 60 jusqu'en 80, l'État était le moteur du développement économique. Mais la crise de 80 jusque tout dernièrement, eh bien, ça a désossé complètement toute l'économie du pays. Et aujourd'hui, on voit que le niveau de pauvreté est passé de 10% dans les années 85 à... On est monté même jusqu'à 55% pour retomber aujourd'hui à 37%. Parce que l'État s'est désengagé et toutes les entreprises qui absorbaient la main-d'œuvre ivoirienne ont été démantelées. Et donc, nous avons de vrais problèmes au niveau national qu'il faut appréhender. Et donc, pour nous, on a un programme, on a une vision de la Côte d'Ivoire. Donc, on a une feuille de route pour redresser idéologiquement et politiquement la Côte d'Ivoire, pour mettre la Côte d'Ivoire sur le chemin de la souveraineté. Mais on a un problème stratégique et tactique, c'est-à-dire comment aller aux élections lorsque le candidat principal est éliminé. Et c'est un problème qui est interne au PPACI, mais c'est aussi qui est interne à plusieurs partis politiques. Justement, et donc la réponse que nous devons trouver, eh bien, c'est interne et c'est stratégique et tactique. Et donc nous devons bâtir une nouvelle stratégie et une nouvelle tactique face à un système qui exclut. Donc vous êtes d'accord avec moi qu'il y a manque de stratégie au niveau du PPACI, non seulement pour colmater les brèches de la division interne en vue d'amorcer le programme dont vous parlez. Et c'est pour ça que je dis, tant que ces problèmes n'ont pas été résolus, les Ivoiriens n'arrivent pas à percevoir, excusez-moi, cette vision politique que vous proposez. Et donc, votre développement est une adhésion très claire à ce que je dis. Non. Il y a panne et il y a manque de stratégie. On laisse l'invité réagir. Le PPACI, non seulement de consolider sa cohésion en interne, en vue d'aller aguicher la population. Non, la stratégie est liée au débat interne. Et c'est ce processus qui a commencé. Ce dialogue interne-là, c'est ça qui a commencé. Et donc, ça va nous permettre progressivement d'avoir un schéma consensuel, je l'espère. Et ce schéma-là va définir la nouvelle stratégie moi, je suis contre et la nouvelle tactique. Non, parce qu'il y a beaucoup de contradictions dans vos propos. Vous avez dit que vous vous insurgez contre la judiciarisation des problèmes au sein des partis politiques au niveau national. Et le Conseil de discipline, vous avez été d'accord avec moi que c'est une instance de justice au sein des partis politiques. Et là, vous parlez du début d'un dialogue. Oui. Or, justement, si c'est devait avoir dialogue, on aurait dû peut-être passer par les instances de votre parti, mais dès l'instant où on vous convoque... Je suis désolé, le conseil de discipline... Vous avez estimé qu'aller en conseil de discipline n'était pas la voie indiquée parce que pour vous, dialogue, vérité et réconciliation. Et tout à l'heure, vous venez de dire que le dialogue a commencé. Pourtant, vous récusez le conseil de discipline. Non, je vais dire... Bon, on laisse clarifier ça. On laisse l'invité clarifier sa position. En tout cas, ça vaut le coup. Hein. Entre le conseil de discipline et nous, ça a été un dialogue. Mais je persiste et je signe que ce dialogue-là, il doit se prolonger au niveau politique, pas seulement au niveau judiciaire. C'est bien qu'on ait ouvert le dialogue. Et c'est pour cela que je me suis présenté devant le conseil de discipline pour dire ma part de vérité. Parce que je suis dans un processus de vérité et de réconciliation. Moi, c'est ma vision. Et donc, dans ce processus-là, partout où on m'appelle pour dire ma part de vérité, je suis prêt à l'exprimer. C'est à eux de prendre leur décision. Hein. Et donc, il est libre à eux de prendre leur décision à partir des vérités que j'énonce. Mais je dis, ce n'est pas suffisant. Voilà, ce n'est pas suffisant parce que le problème de fond, il existe. Et ce n'est pas en me sanctionnant, par exemple, qu'on va régler le problème de fond. C'est en organisant un débat autour de que faire si les mêmes conditions de 2025 se présentent. C'est ça qui va permettre de régler le problème. Et c'est ça qui va permettre de créer une gauche face au problème actuel de la Côte d'Ivoire. Je le répète, on a un défi de souveraineté à relever. Et aujourd'hui, on a la crise du cacao. On a la crise de l'énergie. On a d'autres crises qui vont suivre. Ne vous trompez pas. Parce que la voie que nous avons choisie, eh bien, est liée, je dirais, au rythme du cacao et du café. Aujourd'hui, le cacao est en crise. Ce n'est pas une petite crise. Et moi, j'aurais voulu qu'on mène ce débat-là
qui puisse permettre à nous de donner notre vision de gauche pour dire, face à une telle situation, quelle est votre vision? Quelle est justement cette vision pour vous? Comment sortir du cacao là aujourd'hui? Du cacao? Mais ça, j'avais déjà fait une note. Malheureusement, ça n'a pas fait l'objet de débat. Comme on a le débat aujourd'hui. Pour moi, aujourd'hui, le cacao, aujourd'hui, vous avez le prix du cacao qui a chuté. Mais quelles sont les causes de cette chute-là? Eh bien, c'est l'augmentation de la production en Amérique du Sud. Et cette chute-là, normalement, devait être amortie par un fonds de réserve qui a été mis en place par le pouvoir de place. Et je l'ai vraiment... Oui, je dis que ce fonds... S'il vous plaît. Non, laissez-moi m'exprimer. S'il vous plaît, laissez-le terminer. Le fonds de réserve est alimenté par le surplus de la commercialisation du cacao parce qu'il y a deux prix qui sont fixés. Le prix au producteur et le prix à l'exportateur. Et la différence entre le prix à l'exportateur et le prix du marché, c'est ça qui constitue le fonds de réserve. Et depuis 2021, eh bien ce fonds-là, disons, la différence-là a été toujours positive. Et donc, ça devait venir alimenter le fonds de réserve. Mais le drame, c'est que ce fonds de réserve-là n'apparaît dans aucun budget. Et donc, ce n'est pas soumis au débat au Parlement. Et ça, je peux vous mettre au défi de me donner un seul élément du budget qui parle de ce fonds de réserve. Et si, moi, je m'en réfère à mes calculs, ce fonds de réserve-là devait venir au secours de la situation actuelle et puis maintenant passer d'une économie du cacao et du café parce que la crise que nous vivons aujourd'hui... Attendez, la crise que nous vivons aujourd'hui, ça a été la crise de 80. Hein? D'accord. Tout à fait. Ça a été la même crise. Ça veut dire que ce n'est pas la première fois. Et donc, la réponse à ce moment-là, d'après tous les stratèges de ce moment-là, c'était de passer de matières premières aux produits semi-finis et aux produits finis. À la transformation. C'est qui est le cas aujourd'hui? Non, aujourd'hui, on est à 500 000 tonnes sur 2 millions. On fait déjà, non, on est à 500 000 tonnes sur 2 millions. Non, on est à 500 000 tonnes. On sommes déjà en première step. Bon, je vois que visiblement sur les chiffres, vous ne vous entendrez pas, s'il vous plaît. Vous ne vous entendrez pas sur les chiffres. Non, mais s'il vous plaît, monsieur. Laissez-moi développer. Laissez Awa Domelo terminer. Il ne reste plus que 5 minutes pour terminer cette émission. S'il vous plaît, monsieur, ne me rendez pas la tâche plus compliquée que cela. D'abord, le fonds de réserve devait permettre de régler cette crise-là sans baisser le prix aux producteurs. Parce que depuis 4 ans, ça ne fait que être positif, ce fonds de réserve. Deuxièmement, la stratégie actuelle, c'est de transformer nos matières premières en produits semi-finis et finis. Ça fait partie du plan 2026-2030. Les deux solutions sont déjà le cas. Non, je m'explique. Aujourd'hui, c'est les fèves non exportables qu'on transforme, malheureusement. Non. Et sur les 2 millions de tonnes, tapez, vous verrez qu'il n'y a qu'entre 500 et 600 000 tonnes. Non, attendez, je vais donner d'abord mes chiffres et après vous allez vérifier. Sur les 2 millions de tonnes que nous produisons, il n'y a qu'entre 500 et 600 000 tonnes que nous transformons en Côte d'Ivoire. Et sur ces 500 et 600 000 tonnes, vous verrez que c'est les fèves non exportables en majorité qui sont transformées parce qu'on ne peut pas les exporter. Et la stratégie qu'on a utilisée aujourd'hui repose en grande partie sur des investisseurs extérieurs. Mais c'est quel chocolatier qui va venir quitter l'Europe pour venir créer ses propres concurrents en Côte d'Ivoire? D'accord. Voilà le problème. Et donc j'ai dit que la stratégie actuelle, et c'est bien, pour moi j'apprécie que ça soit dans le plan 2000, mais je suis en train de montrer les faiblesses. Justement, c'est sur ça, Awa Domelo, que je voulais attirer votre attention. Oui. Vous avez produit des réflexions sur le plan national de développement, le PND 2026-2030. Et justement, je veux vous signaler qu'on vous invitera de nouveau sur ce plateau pour discuter avec des spécialistes qui ont conçu ce plan, justement pour enrichir le débat intellectuel. Messieurs, nous sommes malheureusement au terme de cette émission. Mais s'il vous plaît, si tout le monde se met à faire ça, on ne s'en sort pas. On a 2 heures de débat, le débat est tellement intéressant que finalement, on n'a pas pu évoquer toutes les questions, qu'on est bien obligé de mettre un terme à l'émission d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ces questions ne seront pas remises sur la table le dimanche prochain ou le dimanche d'après. Monsieur, merci pour votre sens de la discipline. L'un des maîtres mots de cette émission, justement, ce soir, c'est la discipline. Que faites-vous de la discipline? Merci de votre discipline, messieurs.